Bonjour, je m'appelle Martin Pelletier. Je suis chef d'équipe au département de transfert de technologie du Centre Acer depuis maintenant 4 ans. Je suis aussi ingénieur forestier de formation. J'ai gradué en 2012 à l'Université Laval. Suite à ma graduation, j'ai déménagé dans la région des Bois-Francs où j'ai appris les rudiments de la sériculture au contact des producteurs. Et puis depuis que j'ai rejoint l'équipe du Centre Acer, j'ai travaillé sur beaucoup de dossiers de vulgarisation scientifique et de transfert de connaissances afin d'aider les producteurs dans l'amélioration de la qualité de leurs produits. Je viens vous parler aujourd'hui des travaux menés par Nathalie Martin et Mélissa Cournoyer, son assistante, qui ont porté sur les propriétés des sirops d'érable qui ont été produits à l'aide de sève avec des niveaux de concentration élevés découlant de l'utilisation des appareils de concentration à Aubrix. C'est important de mettre cette étude en contexte. Dans le fond, on sait que les procédés de concentration membranaire peuvent entraîner des modifications au niveau des procédés de cuisson du sirop d'érable, puisqu'en retirant de l'eau de la sève pour en faire un concentré, invariablement, il en découle que les concentrés de sève doivent être cuits moins longtemps s'ils sont cuits avec les mêmes paramètres de chauffage que les sèves moins concentrées ou même les sèves brutes. Et donc, puisque le développement des propriétés nutritives et sensorielles du sirop d'érable ont principalement lieu dans l'évaporateur, c'est important de faire l'état des lieux quant à l'effet de l'utilisation de ces technologies-là sur ces propriétés-là. De nos jours, il y a de plus en plus d'équipements de concentration membranaire qui permettent d'atteindre des niveaux de Brix de plus en plus élevés. On parle maintenant de Brix qui vont jusqu'à 30, 35 et même parfois plus. C'est sûr que la réduction des coûts de production et la réduction du temps de travail nécessaire pour la cuisson des concentrés de sève à ces niveaux-là sont intéressants tant au niveau financier qu'au niveau de performance énergétique et qu'au niveau aussi donc de la gestion du temps de travail, puisque la main-d'œuvre en acériculture se fait souvent rare. Mais dans le fond, ça reste important de valider si les nouvelles technologies à Aubrix permettent malgré tout de faire un sirop d'érable qui est conforme aux attentes des consommateurs. Parce qu'en effet, le consommateur, tel que présenté dans cette diapo, est un acteur qui est à la recherche non plus seulement de propriétés sensorielles et de calories, mais il cherche maintenant aussi des fonctionnalités dans les aliments qu'il consomme et il choisit ses aliments sur la base de ces fonctionnalités-là, entre autres. Et donc, le sirop d'érable, dans sa forme actuelle, est un agent sucrant qui se distingue avantageusement, entre autres, du miel et du sucre brun, puisque il contient, entre autres, des pouvoirs antioxydants comparables à celui du brocoli cru et de la banane. Et c'est donc, étant donné de cette conjecture-là, des consommateurs qui sont à la recherche de différentes propriétés nutritives dans leur sirop, qu'il faut documenter les effets des nouvelles technologies sur les sirops. Donc, l'hypothèse à la base des travaux sur la concentration membranaire, c'était que, oui, les concentrations à Aubrix auraient un effet de faire décaler les couleurs du sirop d'érable vers les couleurs plus pâles, mais qu'à couleur égale, on aurait des propriétés nutritives égales. Donc, on a divisé le projet en deux objectifs distincts qui ont été atteints avec deux démarches distinctes qu'on va présenter aujourd'hui. Le premier objectif, c'était d'étudier les effets du Aubrix sur les propriétés commerciales du sirop d'érable, donc couleur, classe de couleur et prépondérance des défauts.
Et en second lieu, on a aussi voulu documenter les effets de la technologie AOBRICS sur les propriétés nutritives, donc le pouvoir antioxydant, la teneur en minéraux, la teneur en polyphénol. Et on a aussi voulu documenter l'effet de cette technologie-là sur le pH des sirops, puisqu'il y avait une perception sur le terrain à l'effet que les sirops découlant des cuissons de concentrés à haute teneur en sucre seraient plus acides. Donc, on a documenté ça de cette manière-là. Avant d'aller plus loin, on va faire un petit rappel sur la technologie de concentration membranaire pour que tout le monde comprenne pourquoi ça peut avoir des impacts sur les propriétés du sirop d'érable. Donc, la technologie de concentration membranaire repose sur l'utilisation d'une membrane sélective et sur l'application d'une pression sur une sève, dans notre cas, de manière à ce que la membrane sélective laisse passer de l'eau, mais conserve le sucre et les éléments nutritifs de la sève du côté du concentré pour ainsi réduire les dépenses énergétiques et le temps de travail nécessaire à la fabrication d'un volume de sirop donné. Le graphique suivant sert à présenter un petit peu, dans le fond, la relation entre la pression osmotique d'une solution de sucre et son niveau de concentration. C'est important de comprendre, premièrement, que la pression osmotique, c'est une propriété intrinsèque de ces solutions de sucre-là. Plus elles sont concentrées, plus elles ont tendance à vouloir conserver les molécules d'eau qui les composent. Et donc, puisqu'elles veulent les conserver davantage, ces molécules d'eau-là, bien, il faut appliquer une pression supérieure sur la solution de sucre qui est plus sucrée pour maintenir des débits de filtrat similaires comparativement à une solution de sucre qui est moins sucrée. On voit donc qu'à des niveaux de concentration élevés, les pressions qu'on doit appliquer sont quand même passablement importantes. Et dans le fond, quand on regarde ça en lien avec les pressions pouvant être tolérées par les différentes technologies de concentration membranaire, ce qu'on réalise, c'est qu'on atteint parfois la limite de celle-ci. Plus précisément, dans le tableau qui suit, on voit les deux procédés de concentration membranaire qui prévalent actuellement en acériculture. On a d'une part la nanofiltration et d'autre part l'osmose inverse. La nanofiltration se distingue de l'osmose inverse principalement par la dimension des pores, c'est-à-dire des trous qui sont dans la membrane. Les pores de nanofiltration sont environ 10 fois plus grands que les pores d'osmose inverse, ce qui permet d'opérer l'appareil à des pressions inférieures. Toutefois, étant donné que les pores sont plus gros, bien, ils peuvent aussi laisser passer certains éléments dissous que l'osmose inverse, dans des conditions comparables d'opération, n'aurait pas laissé passer. Donc maintenant, on va aborder le premier objectif du projet, qui était de parler de la qualité commerciale du sirop d'érable. Pour obtenir ces résultats, on a procédé à l'analyse des données de production des années de production 2018 et 2019. Ces données de production-là nous ont été gentiment partagées de manière anonyme par les PPAQ. Et dans le jeu de données qu'on a reçu, on avait les niveaux de concentration qui étaient utilisés dans les différentes entreprises, le pourcentage de transmission de la lumière, la classe de couleur qui était associée à cette transmission de lumière, ainsi que la qualité organoleptique selon le système de classement du sirop d'érable en vrac. On a formé deux groupes dans ce jeu de données-là. Le premier groupe, c'est le groupe AOBRICS, qui contenait un petit peu plus que 12 000 échantillons. Le groupe AOBRICS a dû être défini. On a dû placer un seuil à un moment donné pour différencier le haut BRICS du bas BRICS. Ce seuil a été positionné à 30 BRICS, puisque, règle générale, c'est pas possible d'aller à 30 BRICS ou plus avec des appareils de concentration membranaire traditionnels. Et comme on voulait mesurer l'effet des nouvelles générations d'appareils pouvant atteindre ces niveaux de concentration-là,
on a placé le seuil à cet endroit-là pour valider un peu c'était quoi l'impact de cette nouvelle technologie. C'est important aussi de souligner que le groupe de référence est composé des entreprises qui concentraient à des niveaux entre 8 et 29 BRICS. On a donc rejeté tous les niveaux de concentration inférieurs à 8, qui incluaient les niveaux de concentration, en fait, les gens qui ne concentraient pas du tout, puisqu'on voulait quand même comparer des sirops provenant de concentration membranaire avec des sirops de concentration membranaire et non pas inclure des sirops qui n'utilisaient pas la concentration membranaire, qui auraient constitué un élément de référence peut-être un petit peu moins valide. La diapo suivante présente les premiers résultats qui sont, eux, sur la transmittance. Ils sont présentés à l'aide d'un graphique qu'on appelle la boîte à moustache. La boîte à moustache qu'on voit actuellement présente deux figures. Donc, on a premièrement à gauche la répartition des sirops du groupe de référence. Ce qu'on voit, c'est que la moyenne du groupe de transmittance du groupe de référence était d'environ 58%. Et ce qu'on voit aussi avec la forme des boîtes et des moustaches de la boîte, c'est que la plage des transmittances qui était couverte par le groupe de référence était somme toute très large. Elle allait un petit peu en bas de 20, puis elle allait passablement en haut de 80% de transmittance. Maintenant, si on regarde le groupe OBRICS, ce qu'on voit, c'est que sa transmittance moyenne était de l'ordre de 65% et que la plage des transmittances qui était couverte par ce groupe de sirops-là était beaucoup moindre. On parle d'une plage qui variait d'environ 35 à un petit peu plus que 80. Donc, oui, il y a un décalage, comme notre hypothèse le mentionnait, des sirops à OBRICS en faveur des couleurs plus pâles de sirop d'érable. Et cette différence, elle est statistiquement significative. Maintenant, c'est important de voir si le shift, le décalage des couleurs en termes de transmittance se traduit sur un décalage sur des classes de couleurs qui, elles, représentent des plages de transmittance de 25% chacune. Et le graphique le présente ici. On voit un petit décalage, un petit peu moins de foncé en faveur du doré. Cette relation, elle, est statistiquement significative, mais on a aussi procédé à une analyse plus fine qui sert à quantifier l'effet qu'on observe. Et pour ce faire, on a utilisé le paramètre V de Cramer. Et l'analyse de Cramer nous permet de dire que bien que statistiquement significative, cette relation reste négligeable. Ensuite, on enchaîne sur les effets de l'utilisation des technologies à OBRICS sur les défauts de saveur. Cette première analyse-là porte uniquement sur la distribution des différents sirops en fonction des marqueurs d'intensité, indépendamment des codes de défaut de saveur. Donc, on a les groupes OK, crochet, VR et CT. Les bâtonnets bleus représentent le OBRICS, les bâtonnets rouges représentent le groupe de référence. Et l'analyse statistique nous révèle qu'il y existe une relation qui est statistiquement significative, mais l'analyse plus fine du paramètre V de Cramer nous permet de dire que, bien que significative, cette relation est quasi absente. Donc, on ne voit pas plus de sirop OK ou crochet ou VR ou CT de manière qui comporte une importance pratique entre les deux groupes. Maintenant, on peut aller un petit peu plus loin dans l'analyse des défauts de saveur en s'attaquant à la classe au marqueur d'intensité VR et en le considérant en fonction de chacune des catégories de défauts. Donc, on a VR1, VR2, VR4, VR5. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que le groupe OBRICS, qui est représenté par les bâtonnets bleus, présente un petit peu plus de VR4 et un peu moins de VR1 que le groupe de référence. Cette relation-là, elle est significative au point de vue statistique, mais de faible intensité selon l'analyse de Cramer, comme on a déjà discuté. Donc, en résumé, pour ce qui est de la qualité commerciale,
on voit un effet significatif sur la transmittance du sirop d'érable. On voit que ce décalage des transmittances se traduit comme un décalage dans les classes de couleurs aussi, bien que cet effet reste négligeable. On n'a pas d'effet significatif qui a été observé sur les qualités organoleptiques globales, donc juste au niveau des marqueurs d'intensité. Et on a remarqué une tendance très faible à produire plus de sirop VR4 et moins de VR1. Mais la question reste entière, à savoir si c'est un phénomène qui est anecdotique ou qui est d'importance réelle pour l'industrie, compte tenu de la petitesse de l'effet tel que décrit par le paramètre de Cramer. Maintenant, on va aborder les propriétés nutritives du sirop d'érable. Puisque les propriétés nutritives du sirop d'érable ne font pas systématiquement partie du processus d'évaluation de la qualité du sirop d'érable en vrac appliqué par la Division Inspection, on a procédé à un échantillonnage. Cet échantillonnage-là a quand même été fait par les inspecteurs d'ADI, qu'on remercie beaucoup. Les échantillons ont été sélectionnés de manière à regrouper toutes les classes de couleurs, regrouper les différentes tailles d'entreprises qui proviennent de différentes régions de production aussi, et ils proviennent tous d'entreprises qui utilisent l'osmose ou la nanofiltration. On a deux groupes. Encore une fois, le haut Brix est à 30 Brix et plus, et le groupe de référence est dans la plage de 8 à 29 Brix en excluant les entreprises qui n'utilisent pas l'osmose ou la nanofiltration. Pour le groupe Aubrix, on avait 192 échantillons initialement, le groupe de référence 423. On a aussi documenté ces échantillons-là avec la collaboration de Mme Saint-Onge chez les PPAQ, qu'on remercie aussi, qui nous a permis d'avoir des informations sur les entreprises et leurs pratiques de manière anonyme toujours. De ce groupe d'échantillons principal-là, on a dû faire un sous-échantillonnage puisque on devait créer des groupes qui étaient le plus égal possible entre le Aubrix et la référence, et ce pour chacune des classes de couleurs, comme le démontre le tableau en haut à gauche de la diapositive. Une lecture attentive du tableau permet aussi de voir que pour les sirops très foncés, ça n'a pas été facile de trouver des candidats pour le groupe à Aubrix, mais malgré tout, les conclusions qui découlent de l'étude restent valides et pertinentes. Et puis, dans le fond, cette difficulté-là à trouver des sirops très foncés dans le groupe Aubrix s'inscrit très bien dans les autres résultats qu'on a constatés à l'effet que le groupe Aubrix présentait une différence statistiquement significative au niveau des transmittances. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait avec ces deux groupes de sirops-là? On a mesuré 3 paramètres au point de vue de la valeur nutritive des sirops, à savoir le pouvoir antioxydant, le profil des minéraux et les polyphénols totaux. Et on a aussi mesuré le pH, pH qui était supposément plus acide pour les sirops provenant du groupe Aubrix. On va voir les résultats plus tard. Et puis, en plus de faire des comparaisons statistiques entre les deux pour voir s'il y avait des différences significatives, on a aussi procédé à des comparaisons à la fiche industrielle du sirop d'érable pour voir si ces sirops-là répondaient aux critères qui sont véhiculés dans cette fiche-là. Il faut comprendre que la fiche industrielle du sirop d'érable, ce n'est pas un document légal qui constitue des exigences et puis des engagements quant à la teneur des différents composés du sirop d'érable, mais qui est plutôt fournit des valeurs à titre indicatif. Donc, dans cette diapo, on voit simplement la répartition du nombre d'entreprises en fonction du niveau de concentration de la sève qui ont été utilisées pour l'échantillonnage. Dans le fond, le petit tableau qui vient d'apparaître nous permet de voir que le groupe de référence concentrait en moyenne à 15,5 Brix, alors que le groupe Aubrix concentrait plutôt aux alentours de 33,8 Brix en moyenne.
Ici, on est rendu dans les résultats. On présente d'abord les analyses sur les minéraux. Le tableau est chargé, ça vaut la peine quand même de le décortiquer ensemble. Donc, la première colonne présente les éléments qui ont été analysés, les minéraux en question qui ont été analysés pour les sirops. La deuxième colonne présente les résultats de l'analyse statistique, qui était une analyse de covariance, qu'on appelle ANCOVA. Ces résultats peuvent varier. On voit différentes valeurs. Pour interpréter ces valeurs-là, ben, c'est pas compliqué. NS, ça veut dire non significatif. NA, ça veut dire non applicable, puisqu'on n'a pas découvert de ces éléments-là dans les sirops. On était sous la limite de quantification. Ensuite, quand on a une étoile, j'ai mis les lignes en rouge là, pour rendre les résultats peut-être un peu plus explicites. Donc, une étoile veut dire un résultat qui est statistiquement significatif. Et 3 étoiles veut dire un résultat qui est très statistiquement significatif et donc qui témoigne d'une différence plus marquée entre le groupe Aubrix et le groupe de référence. Les teneurs en milligrammes par kilo des différents éléments minéraux qui ont été analysés sont présentés dans les 2 groupes de colonnes qui suivent. Le premier groupe de colonnes présente les teneurs pour les Aubrix. Le deuxième groupe de colonnes présente les teneurs pour les sirops de référence. Et on y voit aussi les comparaisons à la fiche industrielle. Donc, on va regarder un petit peu les valeurs qu'on a obtenues. Premièrement, ben, pour ce qui est du potassium, calcium et zinc, on ne voit aucune différence statistiquement significative entre les 2 groupes de sirops. Et on voit qu'on a atteint des teneurs qui se comparent à la moyenne, somme toute, de la fiche industrielle du sirop d'érable. Pour ce qui est du magnésium, du sodium et du fer, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des différences qui sont statistiquement significatives ou très statistiquement significatives entre le groupe Aubrix et le groupe de référence. Pour ces éléments-là que je viens de mentionner, c'était à la faveur du groupe Aubrix et on voit que dans tous les cas, on est près de la moyenne annoncée dans la fiche industrielle du sirop d'érable. Enfin, on voit que pour le manganèse et pour les minéraux totaux, ben, on a des différences qui sont statistiquement significatives entre les 2 groupes. Cette fois-ci, c'est le groupe de référence qui contient plus de ces éléments-là. Et on voit encore une fois qu'on est, somme toute, près des moyennes annoncées dans la fiche industrielle du sirop d'érable. Donc, d'un point de vue de l'analyse des minéraux, les sirops d'érable présentent des différences, oui, entre les 2 groupes. Ce n'est pas constamment à la faveur de un ou de l'autre des 2 groupes. Et on reste dans les valeurs attendues, en général, de la fiche industrielle du sirop. On ne fait donc pas des sirops hors normes, bien que parfois légèrement différents. Ici, dans cette diapo-là, on voit un graphique qui présente en axe horizontal la transmittance du sirop d'érable et en axe vertical son pH. Chaque cercle représente un sirop d'érable. Les cercles bleus représentent les sirops Aubrix, les cercles rouges représentent les sirops de référence. Et on a aussi tiré 2 lignes de tendance pour chacun de ces groupes-là pour voir c'était quoi le comportement général des données. Le fait que ces lignes-là soient écartées nous permet de conclure qu'on voit des différences de pH. Comme c'est la ligne bleue qui représente le groupe Aubrix qui est en dessous de la ligne rouge, on peut dire que le groupe Aubrix présente un pH légèrement plus acide que le groupe de référence. Toutefois, c'est important de nuancer cette affirmation-là, puisqu'on voit que l'écart entre les 2 lignes n'est pas majeur, d'une part, et d'autre part, qu'on reste somme toute près de la neutralité. Un pH de 6,5 à 7, 7 étant la neutralité de l'échelle de pH, ça reste somme toute des pH qui ne sont pas très acides à la base. Ce second graphique-là est structuré de la même manière que le précédent.
en axe vertical, on a cette fois-ci le pouvoir antioxydant. En axe horizontal, on a toujours la transmittance du sirop d'érable. Transmittance plus foncée à gauche, plus pâle à droite. Encore une fois, nos sirops de référence sont représentés par les cercles rouges. Les sirops Aubrix sont représentés par les cercles bleus. Cette fois-ci, les deux droites qui servent à illustrer le comportement général des données se croisent. Ce croisement-là nous force à considérer qu'il y a interaction entre les données et les classes de transmittance. Et donc, les relations sont moins claires et varient d'une classe de couleur à l'autre. Toutefois, c'est aussi intéressant de souligner que si on regarde le tableau en dessous qui présente le pouvoir antioxydant selon la fiche industrielle, bien, on voit que les deux lignes sont somme toute proches des valeurs moyennes annoncées pour chacune des classes de couleurs du sirop d'érable. Donc, bien qu'il existe certaines différences au point de vue statistique entre les deux groupes, on voit qu'on fait quand même des sirops qui sont représentatifs des valeurs annoncées dans la fiche industrielle avec les deux technologies, que ce soit le Aubrix ou le groupe de référence, avec des niveaux de concentration plus traditionnels. Cette diapo-là sert à aller un petit peu plus loin dans l'analyse des propriétés nutritives parce que, alors que les précédentes s'attaquaient aux propriétés nutritives sur l'ensemble des classes de saveurs via des tests d'analyse de covariance, cette fois-ci, on va faire les analyses avec un test d'analyse de variance, qui est un autre test statistique, mais on les fait au sein de chaque classe de couleur de manière indépendante. Donc, ça nous permet d'avoir une lecture peut-être un petit peu plus fine de la situation. Ce tableau-là marche un petit peu comme le précédent. Les résultats en noir sont des résultats qui n'ont pas de différence significative entre les deux groupes. Les résultats en rouge présentent des différences significatives entre les deux groupes, c'est-à-dire le Aubrix et le groupe de référence avec des niveaux de concentration plus traditionnels. Ce qu'on peut donc voir à la lecture de ce tableau-là, c'est que pour ce qui est du fer, identifié avec le symbole FE, le groupe Aubrix en contient statistiquement significativement plus que le groupe de référence pour les 4 classes de couleurs. C'est le cas aussi du sodium pour ce qui est des classes de couleurs ambrées et foncées. Pour ce qui est du pouvoir antioxydant, par contre, la différence est statistiquement significative, oui, mais en la faveur du groupe de référence. Donc, on voit que des fois c'est un, des fois c'est l'autre qui gagne. Et enfin, on voit en dessous le tableau qui présente les teneurs en polyphénol totaux de la fiche industrielle. On les a mis là pour illustrer le fait que, peu importe la couleur, les deux groupes qui ne sont pas statistiquement significativement différents restent avec des valeurs de polyphénol totaux, somme toute, plutôt basses par rapport à la moyenne. Des fois, on est en deçà des écarts même prévus dans la fiche industrielle. Donc, en résumé, au niveau des propriétés nutritives, les sirops Aubrix sont légèrement plus acides que les sirops du groupe de référence. Les teneurs en manganèse, magnésium, sodium et fer sont un petit peu plus élevées dans les sirops à Aubrix. Le pouvoir antioxydant est un peu plus élevé dans les catégories foncées, très foncées pour le groupe de référence cette fois-ci. Les différences sont toutefois suffisamment petites pour permettre d'affirmer que les deux groupes ont des propriétés nutritives qui sont comparables. Donc, c'est bien beau de dire qu'on a des différences qui sont statistiquement significatives, mais c'est pas assez important comme différence pour justifier, par exemple, un étiquetage qui serait différent ou pour considérer les propriétés nutritives de ces sirops-là comme différentes dans un plan d'alimentation, par exemple. Enfin, il faut souligner que les données sont généralement représentatives de celles qui sont présentées dans la fiche industrielle du sirop d'érable.
pour toutes les couleurs, sauf dans le cas de la teneur en polyphénol totaux, qui, elle, est plus faible en général. Je veux aussi faire un rappel des bonnes pratiques de l'utilisation des appareils de concentration membranaire, puisqu'on voit que l'utilisation de ces technologies-là peut avoir des impacts sur les propriétés du sirop d'érable. C'est important de les utiliser de manière responsable et de manière à assurer l'intégrité du sirop d'érable, puisqu'il y a beaucoup d'efforts de commercialisation qui est fait sur les propriétés nutritives de ce sucre-là qui sont avantageuses par rapport à d'autres alternatives sucrantes. Donc, au point de vue des bonnes pratiques, ça reste un résumé, mais la première bonne pratique qu'on recommande, c'est de s'assurer d'avoir un taux de séparation qui reste le plus relativement bas, sans nécessairement aller outrancièrement bas. On recommande de le maintenir tant que possible en dessous de 70%, mais de ne jamais dépasser 85%, puisque à des taux de séparation aussi élevés, on favorise beaucoup la perte d'éléments nutritifs. On suggère aussi d'avoir une bonne stratégie de lavage où on va utiliser le plus fréquemment possible des rinçages. On va faire un excellent suivi du potentiel à l'eau pure de nos membranes afin de s'assurer qu'on fasse des lavages uniquement lorsque nécessaire, mais aussi dès que nécessaire, c'est-à-dire dès que le PEP descend en dessous de 85%. On va aussi favoriser l'utilisation de l'osmose au détriment de la nanofiltration dans la mesure du possible. Ici, c'est important de comprendre qu'on ne vous dit pas de changer vos appareils de nanofiltration d'ici demain matin, mais que lorsque vous procédez à des changements ou à des mises à niveau d'appareils, vous devriez considérer cette option-là, tout simplement. Ensuite, on vous recommande de ne pas concentrer au-dessus de 35 Brix, peu importe l'appareil que vous utilisez, puisque les pressions nécessaires à appliquer sur des solutions de sucre de 35 Brix sont extrêmement élevées et favorisent encore une fois la perte d'éléments nutritifs. Et pour finir, on vous recommande de favoriser l'ensemble des pratiques qui permettent de limiter la contamination bactérienne de la sève, puisque quand la contamination bactérienne est élevée, on favorise le colmatage des membranes qui entraîne généralement une hausse des pressions dans les caissons qui se traduit parfois par une perte d'éléments nutritifs. Donc, pour conclure, les procédés de concentration membranaire sont des procédés qui gagnent en popularité compte tenu des gains économiques et aussi des économies de temps que ces technologies-là représentent. Ces gains et ces économies de temps-là sont d'autant plus vrais lorsqu'on utilise les technologies à haut Brix. Par contre, on voit que l'utilisation des technologies à haut Brix entraîne une baisse de production des sirops dans les classes de couleurs qui sont plus foncées. Et malheureusement, ce sont ces sirops-là qui ont des pouvoirs antioxydants et des teneurs en polyphénol plus élevés. Et c'est aussi ceux-là qui ont des saveurs plus développées. Donc, afin de mitiguer cette perte-là pour l'industrie, nous recommandons d'ajuster les paramètres d'opération afin de s'assurer de développer adéquatement la couleur et la saveur durant la cuisson du concentré de sève. Plus précisément, ce que ça veut dire, c'est premièrement de s'assurer de sélectionner un système de concentration membranaire et de l'opérer de manière à préserver l'intégrité de la sève. Et puis, en faisant comme ça, on s'assure de préserver l'intégrité du sirop. Deuxièmement, utiliser un évaporateur qui est adapté au niveau de concentration de sève désiré. Cette adaptation-là passe notamment par l'ajustement de la proportion des plis et des plats dans l'évaporateur, de manière à ce que le Brix du réduit au point de transfert entre les plis et les plats se situe dans une plage qui varie de 30 à 35 environ. Enfin, on recommande aussi d'ajuster les paramètres de cuisson de manière à favoriser l'augmentation du temps de résidence dans l'évaporateur.
Donc, on vous recommande d'utiliser plutôt une intensité de chauffage modérée, de favoriser des hauteurs de liquide peut-être un petit peu plus élevées et aussi de réduire la température du liquide à l'entrée de l'évaporateur. Tout ça pour favoriser le développement de la couleur et de la saveur durant la cuisson de votre concentré de sel. Je vous remercie beaucoup de votre attention et j'espère que j'ai répondu à plusieurs de vos questions. N'hésitez pas à nous contacter si jamais vous voulez en discuter davantage.